La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ne parlez pas aux hommes des Appalaches. Je ne voulais pas aller camper. Mais ce voyage était un compromis avec ma femme. Au printemps, j'allais dormir dans une tente avec elle. 6 mois plus tard, en plein hiver, nous allions dans une station balnéaire, tout compris pour moi. Vous voyez, un compromis, quoi. Le trajet était long. Et il m'a semblé encore plus long parce que ma femme n'arrêtait pas de bouger. Elle tapotait des doigts. Elle remuait la jambe. Elle se passait les doigts dans les cheveux et se tortillait sans cesse. À vrai dire, je n'avais jamais envisagé de faire du camping auparavant. Mes parents n'y croyaient pas. Ils avaient grandi dans la pauvreté. Et dormir à la belle étoile, sans eau courante ni électricité, leur rappelait trop leur enfance. Quand j'ai parlé à ma mère de notre prochain voyage, elle a secoué la tête d'un air moqueur. Mais quand je lui ai dit exactement où nous allions, elle a poussé un cri de surprise, les yeux écarquillés, et a murmuré comme si elle récitait de mémoire « Dans les montagnes plus anciennes que les ossatures, des choses étranges les convoitent. » « Attends ici » m'a-t-elle dit avant de monter à l'étage. Quand elle est revenue, elle a glissé un collier dans ma paume, le pendentif en améthyste de ma grand-mère. Elle a pris ma main dans les siennes et l'a serrée avant de continuer. Quand ton père et moi avons quitté la forêt, ce n'était pas seulement parce que nous étions pauvres. J'ai émis un grognement évasif en signe d'acquiescement et j'ai retiré ma main pour inspecter le bijou n'écoutant qu'à moitié. Il y a des choses dans la forêt dont nous voulions te protéger. Elle m'a serré l'avant-bras si fort que j'ai sursauté. Écoute-moi, mon grand, je ne veux pas que tu partes, mais si tu le fais, une fois le soleil couché, ne parle à personne que tu n'avais pas vu avant la tombée de la nuit. Le regard de ma mère était intense, sa voix tendue alors qu'elle continuait. Je me fiche que tu sois un grand gaillard. Je me fiche que tu entendes quelqu'un appeler à l'aide. Je me fiche que quelqu'un que tu crois connaître s'approche de toi. Jésus lui-même pourrait descendre du ciel, mais ne lui adresse pas la parole. Et puis j'ai fait la chose la plus normale au monde, j'ai ri. D'accord, maman, ai-je dit en l'embrassant sur la joue et en rassemblant mes affaires pour partir. Ne parle pas des inconnus, a-t-elle ajouté. Nous sommes arrivés dans les bois sans problème, et je portais le collier pour lui faire plaisir. J'aimais l'améthyste et j'aimais ma grand-mère, donc il n'y avait pas de raison de le faire. J'avais promis de ne pas râler, ni me plaindre pendant le voyage, et tout s'est vraiment bien passé pendant notre randonnée jusqu'au camping. Ma femme a monté notre tente, et j'ai commencé à préparer un chili au feu de bois. Tout se passait à merveille. Le dîner était succulent. Et nous venions de commencer à faire griller des marshmallows quand j'ai soudainement senti que la température avait chuté d'au moins 20 degrés. J'ai expiré et j'ai vu mon souffle. « Il fait vraiment froid maintenant », ma femme a dit. « Ouais », j'ai répondu. Il y a eu un grand craquement dans les bois, comme une branche d'arbre qui se brise derrière nous, et nous nous sommes retournés. Puis, un autre craquement devant nous. Puis 2 de chaque côté. Nous étions encerclés, mais nous ne voyions personne. Il y avait un bruissement, un murmure de chuchotement, comme des voix, mais indéchiffrables. « Bon sang !» a commencé ma femme. « Chut !» lui ai-je sifflé. Elle m'a regardé perplexe, mais je savais au plus profond de moi que parler à quoi que ce soit qui se trouvait là serait perçu comme une invitation.
J'essaie juste de voir... » « Arrête de parler !» lui ai-je chuchoté. Depuis le bord de la clairière, une silhouette humaine s'avança en traînant les pieds. Puis une autre, et encore une autre, et d'autres encore. Au début, je pensais qu'ils portaient des costumes. Puis mon cerveau comprit ce que mes yeux voyaient réellement, et je réalisai qu'il s'agissait de squelettes. Un instant plus tard, je compris qu'il s'agissait de squelettes incomplets. Il manquait des parties à chacun d'entre eux. L'un avait un crâne, mais pas de mâchoire. Un autre n'avait qu'une demi-cage thoracique. Un autre avait perdu un bras. « Bonjour !» grinça le plus grand. « Mes amis !» haleta un autre. « Ne leur parle pas !» grinçai-je entre mes dents serrées. « Épargnez un os pour nous !» On dit des choses. Je serrai le pendentif en améthyste d'une main et pris celle de ma femme de l'autre. Instantanément, je sentis comme quelque chose m'ancrer au sol, telle une racine s'étendant de la base de ma colonne vertébrale jusqu'à la terre. Une vrille de protection invisible se faufila entre mes doigts et dans ceux de ma femme, nous reliant l'un à l'autre. Alors, beaucoup d'ossature, seulement besoin peu. Ce qu'ils disaient n'avait aucun sens, et le poids de leur présence m'écrasait de tous côtés. L'améthyste se réchauffait dans ma main. Je respirais à peine. Mais ma femme, ma pauvre femme agitée, lâcha ma main un instant sans réfléchir pour remonter ses lunettes. Les hommes squelettes tournèrent toute leur attention vers elle, et presque plus vite que je ne pouvais cligner des yeux, un bras squelettique l'arracha à moi. Je tendis instinctivement la main vers lui. L'améthyste s'embrasa dans ma paume, et je sentis une main invisible me pousser sur le sternum, me repoussant en arrière. Je n'oublierai jamais son regard terrifié avant qu'il ne disparaisse dans un cercle d'os. Il y eut un cri bref et aigu, suivi d'une toux sèche et humide, de gargouillis bouillonnants et du bruit d'une masse humide tombant sur le sol de la forêt. Lorsque les bruits cessèrent, le cercle s'ouvrit. Les hommes squelettiques d'origine étaient au complet, et parmi eux, il y en avait un nouveau, de la même taille que ma femme, lisse et brillant, auquel il manquait plusieurs morceaux. Ils se sont retournés d'un seul mouvement et sont partis. Le reste de la nuit, je suis resté sur place, recroquevillé en boule. J'avais peur de parler, peur de bouger, de peur que le moindre bruissement ne les fasse revenir. À l'aube, une famille de campeurs m'a trouvé. Comme je ne répondais pas, ils ont tout de suite appelé les gardes forestiers. J'étais catatonique, m'ont-ils dit. À l'hôpital, j'ai été interrogé à plusieurs reprises. De leur point de vue, rien dans mon histoire n'avait de sens, mais cela a été expliqué par le choc et le traumatisme. Quelques jours plus tard, ils ont trouvé des restes. Je n'ai pas demandé à voir ce qu'ils avaient trouvé. Les funérailles ont eu lieu dans un cercueil fermé. Mes parents ont essayé de me joindre pour m'en dire plus sur l'histoire de notre famille, m'ont-ils dit. Je ne les ai pas revus ni ne leur ai parlé depuis l'enterrement. Mais parfois, quand il est très tard, je sens un frisson me parcourir. L'améthyste se réchauffe contre ma peau et quelque chose au plus profond de moi me dit de ne pas faire un seul bruit. On raconte dans certaines vallées reculées des Appalaches que la montagne ne dort jamais vraiment, qu'elle écoute, et surtout qu'elle se souvient. Les anciens disent que bien avant les routes, avant même les villages, des hommes se sont installés trop profondément dans ces forêts. Ils ont coupé, creusé, chassé, extrait la terre jusqu'à l'os, littéralement. Car les Appalaches sont plus anciennes que l'humanité elle-même, et ceux qui y vivaient depuis trop longtemps finissaient par ne plus vraiment en faire partie. Selon la légende, certains hommes ont disparu sans laisser de corps. Pas parce qu'ils ont été tués, mais parce qu'ils ont été pris. La montagne ne vole pas la chair,
Elle ne veut pas le sang. Elle réclame seulement ce qui lui appartient déjà, les os. Ces entités sont parfois appelées les hommes des Appalaches. Ce ne sont pas des fantômes, ce ne sont pas des morts. Ce sont plutôt des silhouettes incomplètes, maintenues debout par une volonté qui n'est plus humaine. Ils errent à la lisière des campements, surtout quand la nuit tombe brusquement et que le froid arrive trop vite. Ils ne peuvent pas franchir certains cercles, certaines protections héritées de vieilles familles qui ont appris autrefois à survivre ici. La règle la plus importante est toujours la même, ne jamais leur répondre. Parler, c'est reconnaître leur existence. Leur répondre, c'est accepter l'échange. Ils n'ont besoin que de très peu pour se compléter. Une mâchoire, une côte, un bras, parfois davantage. On dit aussi qu'ils imitent les voix humaines, les formules de politesse, les prières. Ils appellent à l'aide parce qu'ils se souviennent vaguement de ce que c'était que d'en demander. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'on rompe le lien, qu'on lâche la main, qu'on détourne les yeux ne serait-ce qu'une seule seconde. Certaines pierres, transmises de génération en génération, servent d'ancrage. Elles rappellent à la terre que quelqu'un appartient encore au monde des vivants. Mais ces protections ne fonctionnent jamais pour deux personnes à la fois. La montagne, disaient les anciens, équilibre toujours ses comptes. C'est pour cela que dans certaines familles, on apprend très tôt à ne pas sortir la nuit, à ne pas répondre quand on entend son nom dans les bois, et surtout à comprendre que dans les Appalaches, survivre ne signifie pas forcément repartir à deux. Car ceux qui reviennent seuls savent désormais une chose, la montagne les a épargnés, et elle n'oublie jamais ce qu'elle a laissé partir.